Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Cette semaine, notre invité est Dr Jean-Emmanuel Gnagnon. Il est candidat à la présidentielle de 2020, candidat indépendant sous la bannière Togo Restauration. Dr Gnagnon, merci de rester à notre compagnie. C'est moi qui vous remercie toujours pour cette opportunité de pouvoir justement passer et puis parler à nos concitoyens. Juste avant la pause, j'ai promis qu'on parle de moyens parce que vous êtes déjà candidat et vous souhaitez quadriller le terrain. Avec quels moyens? Qui vous finance, Dr Gnagnon? Vous savez, chaque fois que, depuis la déclaration de notre candidature, nous avons vu des gens s'alarmer, des gens s'inquiéter, des gens se poser des questions. Les interrogations fusent de partout. C'est quoi votre moyen? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Vous savez, il y a eu des modes de pensée qui ont confiné les gens dans un sens qui définit les moyens d'une manière donnée. C'est-à-dire, quand on parle de moyens d'action, généralement, on pense aux finances. Et on pense que c'est avec forcément beaucoup d'argent, des milliards, que vous pouvez gagner une bataille. Mais nous pensons que il faut redéfinir moyens. Parce que quand on parle de moyens, il faut plutôt penser à des stratégies solides, même si les stratégies coûteront des moyens. Mais vous savez, depuis que nous avons déclaré notre candidature, nous définissons nos stratégies en partant d'un certain nombre d'hypothèses et de postulats. Où nous disons que supposons que nous n'ayons pas de moyens, c'est-à-dire là où les gens devraient nous attendre. Supposons que nous n'ayons pas véritablement de grands moyens. Quelles sont les stratégies efficientes que nous pouvons développer quand on n'a pas de moyens? Autrement dit, nous allons à une bataille, nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas d'armes. Comment est-ce que nous pouvons nous défendre les mains nues? Quelles sont donc les stratégies qui peuvent rentrer dans cette façon de faire cette bataille? Nous les définissons. Vous savez, aujourd'hui, les moyens humains des gens convaincus, des gens résolus à en finir avec le statu quo, pour nous, valent plus que des milliards. Qui finance Dr Gnagnon? Je peux vous dire en toute sérénité que nous nous engageons dans cette bataille en ayant la foi, en notre conviction et en notre conscience pure. Et nous irons et nous produirons un résultat qui surprendra beaucoup. Docteur Gnagnon, vous êtes dans les incantations, là. Vous tournez autour du pot. Vous voulez que je vous dise que je ne commence pas à vous parler que j'ai des milliards ou que quelqu'un est derrière, que j'ai des réserves. Mais Gilles Bocor, Monsieur Gilles Bocor, c'est cette façon qui a fait que des gens ont toujours peur de s'engager. C'est-à-dire que cette façon de considérer la définition même de moyens a fait que des gens ont toujours eu peur de faire un premier pas. Vous parlez des hommes, même pour mobiliser les hommes, les convaincus dont vous parlez, vous avez besoin de moyens pour les rassembler. Bon, vous voulez que je vous dise tout simplement que j'ai les moyens. Et puis vous êtes rassuré. Monsieur Gilles Bocor, j'ai les moyens de ma politique. Et je dis aux Togolais que j'ai les moyens de ma politique. Il n'est pas question de convaincre M. Bocor. Moi, je pose la question à la place. Non, c'est pour cela que c'est pour cela que je dis. En fait, ceux qui vous écoutent. Vous savez, ils peuvent avoir les mêmes questions. Notre initiative doit aller jusqu'à changer les mentalités. En fait, c'est aussi cela, parce que le Togo que nous rêvons et le Togo que nous allons construire dans les 3 prochains mois, que nous allons commencer à construire ensemble, c'est un Togo dans lequel les anciens paradigmes qui ont institué des limitations pour nous seront lentement, progressivement transformés. Et donc,
on fera comprendre même à tout Togolais que quand on parle de moyens, cela ne dépend pas forcément des réserves que vous avez, mais cela dépend rapidement du réseautage que vous pouvez construire. Et ça, c'est le véritable moyen. Vous savez, il se dit que beaucoup d'entre vous comptent sur le financement public. C'est fixé en conseil des ministres la dernière fois, 500 millions à vous partager entre les 13 candidats aujourd'hui. Oui. Ça fait environ 20 millions CFA par tête. Hein. Oui. Ça vaut, en tout cas, autant que la caution que vous allez déposer, les 20 millions. Donc ça veut dire que... Vous savez, oui, ce que on donne là comme caution, si Dr Nyagnon, avec Togo Restauration, notre équipe aujourd'hui, qui est déjà en train d'occuper le terrain partout, sans ses moyens, qui est en train d'occuper le terrain aujourd'hui, même avec 1/10, nous allons gagner les élections au Togo. Vous savez, on n'a pas dans longtemps pensé que, et ça c'est toujours dans l'opposé, c'est-à-dire le pouvoir en place a toujours fait croire aux gens que tant que vous n'aurez pas autant de moyens comme nous, vous ne pourrez jamais gagner des élections. Et les gens l'ont accepté et l'ont intégré pendant longtemps. Et comme ils l'ont intégré pendant longtemps, ils ont toujours écarté les stratégies efficientes, c'est-à-dire peu de moyens, grands résultats. Ils ont pendant longtemps écarté les stratégies de cette nature et ils ont voulu toujours aller courir pour chercher aussi de gros moyens pour venir rivaliser avec le pouvoir. Or, la disparité est grande. Maintenant, nous, avec notre génération, nous avons la capacité, dans le monde moderne, depuis même ma chambre, ou alors depuis un lieu quelconque, nous avons aujourd'hui la capacité de réaliser des résultats allant au-delà de quelqu'un qui utilise des milliards. Donc vous comptez sur Facebook, je n'ai pas dit ça. WhatsApp, je n'ai Internet. Pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'à l'heure actuelle, il y a des moyens qui existent et qui vous permettent justement de diffuser, n'est-ce pas, ce que vous avez sans pour autant engager des milliards. Oui. Et d'ailleurs, vous voyez, le plus visible, c'est WhatsApp. Est-ce que vous allez toucher le Togo profond? Vous irez au-delà de la capitale? Vous irez... Non, le temps vient. À se casser avec les WhatsApp, vous allez toucher les populations. Monsieur Gilles Bocor, jusque-là, je n'ai pas nommé WhatsApp. Moi, Dr Nyagnon, je n'ai pas nommé WhatsApp, c'est vous qui nommez WhatsApp. Mais moi, je dis que, en tout cas, notre génération a la chance et l'opportunité d'être proactive. Elle a également l'opportunité de parler à 10 pour en faire 300. Elle a l'opportunité de comprendre que il est facile de définir des stratégies efficientes. Efficientes, je dis. Nous ne sommes pas dans l'efficacité. Nous sommes dans l'efficience. Nous prendrons le peu pour produire ce qui sera le résultat le plus époustouflant. Même si le temps joue contre vous, le premier tour de la présidentielle... Nous sommes sur c'est le 22 février. Le 22 février. C'est le 22 février. Dire que vous avez 2 mois pour convaincre. Nous avons 2 mois pour convaincre les Togolais. Nous avons déjà commencé à convaincre les Togolais. Et, M. Gilles Bocor, nous pouvons encore dire à nos compatriotes que le Togo que nous voulons construire est un Togo qui sera proactif, un Togo dynamique. Et aujourd'hui, nous avons pris du temps nous-mêmes pour développer ces qualités, pour développer cette sérénité, pour dire que nous avons la capacité, l'énergie nécessaire. Et d'aucuns peuvent penser que nous sommes en train de faire des incantations. M. Gilles Bocor en a parlé tout à l'heure. Mais nous restons sereins parce que nous avons les stratégies, la capacité pour réaliser en un temps record ce que peut-être on n'a pas pu faire pendant plusieurs années. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons les opportunités
moderne qui nous l'offre. Peut-être que vous êtes en train de faire rire quelqu'un là-bas, dans son fauteuil. Mais c'est normal. C'est normal. Nous sommes au temps où, justement, les gens diront, bon, les gens ont commencé par dire que Dr Diadio est un plaisantin, un amuseur public. Oui, vous savez, nous avons tellement souffert dans ce pays, au point que, quand on nous apporte le pragmatisme quelquefois, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Nous sommes toujours dubitatifs. Et ça, c'est bien. Et c'est ça qui nous détermine, nous. C'est ça qui nous motive plus. Parce que si les choses étaient tellement normales, si quelqu'un ne rit pas dans son fauteuil, nous n'avons pas gagné. Notre victoire ne sera pas une victoire. Donc, ce que vous dites, ce que vous déclarez, je ne vois pas trop de différence avec ce que les autres disent. Chacun dit dans son coin. J'ai déjà entendu un des candidats dire qu'il battra à plate couture tous les autres, quels qu'ils soient. Donc, cet optimisme-là, les 12 ou 13 autres candidats le portent. Jusque-là, nous n'avons pas... Vous savez, ce qui va différencier un candidat d'un autre plus tard, et bientôt peut-être, c'est au niveau du programme de société. C'est au niveau du programme de campagne, c'est au niveau du projet de société. Mais quand c'est à ce niveau, campagne électorale, justement, c'est à ce niveau où nous allons véritablement dévoiler l'offre politique que nous avons à offrir ou alors à proposer à nos compatriotes. Et à partir de ce niveau-là, vous allez voir véritablement qui fait quoi. Alors, vous êtes aujourd'hui 12 ou 13 candidats déclarés, catalogués dans les positions. Est-ce que ce n'est pas trop? Vous n'avez pas perdu d'avance la bataille? Perdu contre qui? Le président sortant, enfin, ou le président du parti majoritaire. Le président du parti majoritaire, s'il est candidat, il fera partie du lot. Il est aussi candidat comme nous. Pourquoi vous voulez que des candidats de l'opposition? C'est quoi un candidat de l'opposition? C'est quoi un candidat de l'opposition? Donc vous n'êtes pas candidat de l'opposition? Mais pourquoi pendant longtemps on a voulu qu'on se batte c'est-à-dire on fait un bloc contre un autre bloc? Nous sommes en démocratie. Le principe de la démocratie, c'est une majorité, une opposition. À moins que vous ayez choisi notre... La majorité, vous savez, nous ne sommes pas dans une structure politique où, par exemple, aux États-Unis, vous avez les démocrates bien constitués, structurés, et les républicains, et ensuite les autres. Aux États-Unis, il n'y a pas que deux partis. Oui, je sais, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a d'autres candidats. Bien sûr. Et même en France, où vous avez la gauche ou la droite, etc. Notre expérience de la démocratie en Afrique et surtout au Togo ne nous a pas véritablement permis de structurer notre vie politique de manière que finalement nous puissions... Parce qu'il faut oser dire la vérité. Et là, il faut le dire. Et il faut être responsable et l'assumer. Nous n'avons pas pu avoir l'opportunité là de pouvoir structurer la vie politique de sorte que nous puissions véritablement avoir des partis politiques avec des critères clairs, qu'on dise que ce sont des partis politiques de l'opposition et des partis politiques de la mouvance présidentielle. Nous n'avons pas, même la charte politique, la charte des partis politiques ne dit pas expressément cette réalité-là. Même si, parce que aujourd'hui, vous allez voir, on dit on veut une candidature unique de l'opposition. Et moi, je dis, dans le contexte actuel, il serait difficile de dire candidat ou candidature unique de l'opposition. Parce que quand, par exemple, certains partis se regroupent et se disent véritablement que nous sommes des partis de l'opposition, mais vous allez voir d'autres aussi qui se réclament de l'opposition. Et vous allez voir ceux-ci dire non, vous n'êtes pas de l'opposition. Et cette bataille-là prouve déjà qu'il y a un problème. Maintenant, il faut être clair et il faut être direct. On peut parler de partis politiques de l'opposition, bien d'une candidature concertée de l'opposition. C'est-à-dire, on sait alors que c'est des gens qui ne sont pas au pouvoir et qui n'ont peut-être pas de lien avec le pouvoir, mais qui disent que la façon dont le pouvoir gère le pays, nous ne sommes pas d'accord, et qu'ils se regroupent. Ils dégagent un candidat. Celui-là, c'est le candidat, c'est une candidature concertée par un groupe donné, par une coalition donnée. Maintenant, le problème qui fait que nous avons véritablement des difficultés,
c'est quand, par exemple, nous voulons forcément trouver un candidat unique de l'opposition. Or, la consonance opposition, même a des contours flous et quelquefois des frontières assez poreuses. Quel synonyme trouvez-vous? Moi, je parle de candidature concertée. Et là, à partir de ce moment, ce n'est pas... Parce que là, vous n'avez pas... Là, vous évitez le flou. Et par exemple, un groupe de partis politiques se retrouvent et se reconnaissent véritablement dans une certaine dynamique. Pas de souci. Prenons candidature concertée. Oui. Est-ce qu'une candidature concertée ne vous donne pas plus de chances de gagner des élections plutôt que 13 candidats qui vont chacun dans son sens? Alors, peut-être que maintenant, vous avez commencé un débat plus... qui puisse véritablement convaincre. Parce que, premièrement, si nous nous instituons, nous nous inscrivons dans la dynamique de candidature unique de l'opposition, cela pose un problème. C'est une question de concept, de clarification. Ce n'est pas une question de... C'est une question de fond. Oui, une question de fond. C'est une question de fond. Et s'il vous plaît... Avec non, vocabulaire différent. Non, monsieur Boko. Ce ne sont pas deux choses avec des vocabulaires différents. Parce que c'est deux choses qui renvoient à des réalités différentes. C'est deux choses. Candidature unique de l'opposition. Et candidature concertée de l'opposition. Ah oui, mais candidature concertée, ça, à partir de ce moment, vous pouvez avoir plusieurs candidatures concertées. Oui, mais la candidature unique est aussi concertée. Donc, ne jouons pas avec les mots. Non. Candidature unique, c'est comme si on prend toute l'opposition avec... Enfin, tous les partis politiques qui se réclameraient de l'opposition avec les réalités difficilement... qu'on peut circonscrire difficilement au niveau des contours. Tous ces partis qui se regroupent et qui, bon, ma foi, trouveront quand même les critères, les procédures pour pouvoir dégager quand même le candidat unique. Oui, s'il y arrive, ou si on y arrive, eh bien, ce sera pari gagné. Mais maintenant, si jusqu'à maintenant, ma foi, on n'y est pas arrivé pour le moment, on ne peut qu'avoir véritablement que des candidatures concertées. Et là, peut-être que c'est des groupes de partis qui se retrouvent. Bon, je pense que cette réalité, en fait, quand on a la multiplicité des candidatures, d'abord, c'est un fait qui est naturel. Puisque nul ne saurait aujourd'hui aller interdire à un citoyen de dire pourquoi tu veux être candidat. C'est un fait qui est naturel. C'est un droit naturel. Le débat n'est même pas là-bas pour le moment. Puisque on ne peut pas aussi décréter la candidature unique de l'opposition. Cela ne peut pas être un décret. On ne peut que travailler pour. Et vous ne pouvez pas interdire à un concitoyen quelconque lambda de pouvoir avoir peut-être une quelconque ambition, de pouvoir vouloir servir son pays. On ne peut pas. Par conséquent, ce que nous, on pense aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pensé que même si on a eu une multiplicité des candidats de l'opposition, parce qu'on me dira peut-être que les conditions ne sont pas réunies, mais pourquoi on n'a jamais pensé que on peut même battre celui qui est au pouvoir? Pourquoi on n'a jamais changé les paradigmes pour se dire non, mais on peut travailler et le battre? Puisque de toute façon, on n'avait pas depuis un moment le mode de scrutin à 2 tours. Aujourd'hui, même s'il y a encore des conditions à minima qui sont là, on a le mode de scrutin à 2 tours. Et avec le mode de scrutin à 2 tours, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déjà même, soi-même, commencer par s'intégrer la possibilité de pouvoir battre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le deuxième tour ne se jouerait peut-être pas entre des partis entre guillemets, de l'opposition? Pourquoi on n'a jamais voulu réfléchir dans ce sens? Et pourquoi on a toujours voulu qu'on puisse réfléchir dans le sens où regroupons-nous de ce côté-ci contre quelqu'un qui est au pouvoir et que c'est seulement en réfléchissant dans ce sens-là que nous pouvons le battre? Ah ben c'est à vous de nous apporter la réponse. Alors, écoutez, c'est pour cela que nous... Par exemple, ce que disait votre ancien président, oui. Maître Apévan, c'est incompréhensible. Hein, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout compris. C'est incompréhensible lorsque nous parlons d'union de l'opposition pour aller régler les problèmes, qui est le nôtre. Et à l'interne, il y a des individus qui s'écartent de la ligne. Ils ne sont plus dignes d'être dans nos rangs. Non, je crois qu'il est libre de penser ce qu'il peut penser de nous. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Lorsque votre parti ne vous comprend pas, qui vous comprend? Mais monsieur Bokor, ce n'est pas parce que le parti auquel j'ai appartenu pendant un moment
ne comprend pas ce que je développe comme raisonnement, c'est pas parce que cela est fait comme ça que la majorité des Togolais ne peuvent pas me comprendre, non. Vous ne pouvez pas limiter la compréhension, parce que il y a une dynamique qui est enclenchée. Et cette dynamique qui a été enclenchée, quand je ne me retrouve pas dans la dynamique, et quand je comprends également que il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne se retrouvent pas forcément dans la dynamique. Vous savez, qu'est-ce que le leadership? Le leadership, c'est à un moment donné le fait de convaincre même le peuple, même les gens qui sont avec nous, même la majorité doit être convaincue. Ce n'est pas que la majorité doit nous dicter forcément, mais le leader doit également avoir la capacité de montrer le chemin, sans être autocrate, mais avoir les canaux nécessaires pour pouvoir montrer le chemin. Le peuple, enfin, la majorité ou alors, beaucoup de Togolais pensent qu'il faut une union de l'opposition. Et ils pensent également que c'est par cette union-là seulement qu'on peut arriver à l'alternance politique dans notre pays. Ils ont tout faux, selon vous? Je ne le dis pas forcément, absolument. Mais je pense que d'autres chemins aussi sont possibles. Parce que, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ça peut être anecdotique. Ce n'est pas toutes les fois que la majorité a raison. Vous savez, une petite histoire dans la Bible où on devait aller à la conquête de Canaan. On a envoyé des espions pour aller vérifier. C'est une histoire anecdotique. Je ne dis pas que forcément il faut l'appliquer à tous les modes de raisonnement. On dit, allez vérifier dans Canaan si nous pouvons y aller et si nous pouvons conquérir le terrain. On a envoyé 12 personnes. Au retour, 10 personnes sont définitivement catégoriques. Ce pays, nous ne pouvons pas le conquérir parce qu'il y a des géants là-dessus. Nous ne pourrons même pas oser y aller. Mais 2 personnes, 2 contre 10, ils ont dit non. C'est vrai, il y a des géants, mais nous pouvons y aller. Ce n'est pas dans tous les cas que c'est la majorité dans un groupe qui a raison. Je ne dis pas aujourd'hui que j'ai forcément raison dans le choix politique que j'ai fait. L'histoire, il appartient à l'histoire de condamner ou de justifier. Mais je garde la foi que l'histoire m'acquittera. Et cette foi, pour moi, elle est ferme, elle est inébranlable. Pourquoi? Parce que il faut oser dire à nos concitoyens que la dynamique pour aller aux élections présidentielles, dans un contexte où nous avons le mode de scrutin à 2 tours, où aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement eu les procédures claires pour pouvoir définir la candidature unique de l'opposition, comme cela s'entend. Et que dans ces conditions, il y a des difficultés. La preuve, je ne sais pas si les coalitions que nous avons eues ont fini par avoir leur candidat. Je ne sais pas. Mais je pense quand même que déjà, un processus de telle envergure est vicié si en amont, les procédures et les critères à l'interne ne sont pas définis. Vous voyez, quand vous voyez par exemple dans les pays où la vie politique a été structurée d'une manière assez, comme je peux le dire, la gauche, la droite, le centre et puis les autres là, pourquoi est-ce qu'on organise même les primaires? Aujourd'hui, si c'est que nous avons des canaux véritables politiquement parlant pour permettre à la population qui soutient un groupe de partis politiques donnés, disent, mais écoutez, peut-être par cette procédure, vous pouvez vous-même élire. Qu'est-ce qui dit que le candidat unique qu'on aura à dégager, c'est la majorité des Togolais, en tout cas que nous pensons, que nous défendons, qui vont se retrouver. Finalement, qui va vous soutenir? Est-ce que ce sont les militants des FDL, les militants de l'opposition, ceux du pouvoir, ou ceux qui ne sont monsieur Gilles Bocor, en aucune manière liés aux différents partis? Nous avons dit aujourd'hui. Qui visez-vous?
Nous, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une majorité de Togolais qui sont restés debout et qui attendent, et ils sont partout. Nous savons qu'il y a beaucoup de Togolais qui espèrent un jour nouveau pour notre pays, ils sont partout. Nous savons qu'il y a une majorité de jeunes qui attendent des jours nouveaux, ils sont à tous les niveaux, ils sont dans toutes les obédiences. Nous savons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Togolais qui veulent voir l'alternance se réaliser de façon pacifique et qui également veulent voir une nouvelle génération oser prendre la relève. Ils sont partout. Nous avons dit que nous n'excluons personne. Nous, aujourd'hui, nous avons parce que nous nous inscrivons dans la dynamique du rassemblement. Parce que ce que nous voulons construire pour le Togo, c'est le renforcement du vivre ensemble. C'est une alternance après laquelle tous les Togolais pourront encore vivre dans leur pays. Ou si un Togolais choisit d'aller dans un pays étranger, c'est pour aller visiter. Où le mieux-être est garanti chez nous. Où quelqu'un qui a été aux affaires hier peut encore être à l'aise. Pour que nous puissions appeler tous les Togolais à un pardon historique. Pour que nous puissions restaurer le Togo. Pour que nous puissions envisager l'avenir dans une dynamique de développement humain intégral. Voilà ce que nous voulons faire. Docteur Yagnon, ce que vous faites là, oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt un bel exercice d'aguerrissement pour les échéances futures 2025-2030? Est-ce qu'on ne peut pas interpréter votre candidature plutôt dans ce sens-là? Vous êtes libre de le penser comme vous voulez. C'est juste une question, je ne le pense pas. Non, mais de toute façon, derrière chaque question se trouve déjà une opinion. Dans votre question, ça peut être une opinion, c'est normal. Ça peut être également l'opinion du peuple togolais. Ce n'est pas forcément votre opinion propre à vous. Mais nous sommes dit, nous allons à l'élection présidentielle de 2020 parce que nous croyons à l'alternance en 2020. Il appartient à l'histoire de nous donner raison ou de nous condamner. Nous y mettons de notre foi, de notre énergie, de nos moyens pour pouvoir y arriver. Nous savons également qu'au même moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de Togolais qui croient également que l'alternance est possible en 2020. Est-ce que les conditions d'organisation de ces élections vont révéler la vérité des urnes selon vous? Les conditions dont on parle généralement et qui nous sont assénées également sur la tête, quelquefois comme si tant que les choses ne sont pas comme cela, telle réalité n'est jamais possible. Nous sommes allés à des élections dans ce pays où les conditions étaient comme cela. Vous savez, nous serions aujourd'hui à l'aise si les conditions tant réclamées, tant revendiquées ont dissuadé beaucoup à des moments donnés. Aujourd'hui, ce que nous pensons, nous avons cette conviction qu'avec les conditions à minima, quand on parle de conditions aujourd'hui, on parle de la recomposition de la Cour constitutionnelle, le fichier électoral, et je profite de saisir cette occasion pour encore dire que notre gouvernement aurait pu faire également plus d'efforts. Par exemple, par rapport à l'enrôlement des citoyens, des concitoyens la dernière fois, où le temps imparti n'est pas véritablement le temps qu'il faut, où les machines... 24 heures ont été rajoutées. Voilà. Pardon ? 24 heures ont été rajoutées au délai... Oui, bien sûr, mais pourtant cela n'a toujours pas définitivement résolu le problème parce qu'il y a beaucoup de concitoyens qui n'ont pas pu toujours se faire enrôler. Nous déplorons ces réalités. Mais nous disons que le rendez-vous de 2020 reste un rendez-vous assez historique. La recomposition de la Cour constitutionnelle n'est pas obtenue. La CENI est restée comme telle. Le fichier électoral avec ses dysfonctionnements et ses irrégularités, oui, nous avons ces réalités, mais nous savons qu'il y a une possibilité, et si nous travaillons véritablement, les hommes
qui aujourd'hui sont dans ces institutions sauront également faire face à leur conscience historique. Donc, vous voulez dire que pendant longtemps, l'opposition n'a pas su apprécier les conditions d'organisation des élections. Au lieu de pleurnicher, ils auraient dû peut-être travailler plus, user de stratégie, parce qu'on parle de la composition de la Cour constitutionnelle, de la CENI, mais ce sont des hommes qui iront de toutes les façons. Monsieur Gilles Bokor, je pense que je ne reviendrai pas ici sur quelquefois des inconséquences politiques. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je crois aujourd'hui que pour nous, le chemin est ce qui est porté vers l'avenir. Et nous avons appris de ces inconséquences politiques. Et nous nous positionnons pour 2020. Et nous gardons la foi que nous allons surprendre les Togolais et les Togolaises. Avec des conditions à minima, notre génération et tous les Togolais de tous bords qui attendent aujourd'hui, nous saurons gagner de façon sans appel. Il ne s'agira pas pour nous forcément d'une victoire à considérer comme une victoire d'un camp sur l'autre. Et c'est le changement de paradigme en question. Notre victoire en 2020 sera la victoire du peuple togolais tout entier. Parce qu'à partir de ce moment, il ne s'agira pas d'une victoire d'un camp sur un autre. Parce que pendant longtemps, on a voulu gagner contre quelqu'un. Nous allons gagner ensemble. Nous allons remporter la victoire ensemble pour un Togo nouveau, pour un Togo restauré. Avec quels arguments? Qu'est-ce que vous allez faire de votre victoire? Qu'est-ce que nous allons faire de notre victoire? Mais c'est une victoire qui fera l'objet d'une célébration nationale. Parce que, à l'heure actuelle, M. Bokor, tous les Togolais, ou pour être plus réaliste, la majorité des Togolais, tous bords confondus, a besoin de l'alternance. Eux tous, nous sommes convaincus. Quoi? Quel est le contenu? Qu'est-ce que vous allez proposer? Voilà. On ne va pas dévoiler oui, mais le pour le programme moment, de société si vous en avez. Mais nous, vous savez, pourquoi est-ce que nous parlons? Qu'est-ce qui sera différent? Ce qui sera différent, c'est ceci, M. Bokor. Pourquoi est-ce que nous parlons de restauration et non de changement? Vous savez, les mots sont pleins de sens. Les mots dévoilent les actions futures. Nous, dans notre logique politique, nous ne parlons pas de changement. Vous savez, généralement, quand vous parlez de changement, vous voulez par exemple changer les pneus de votre voiture, c'est sûrement parce que les pneus sont suffisamment usés. Et dès que vous les enlevez, c'est pour les garer. Vous n'en ferez peut-être plus usage. Pas véritablement. Quand vous voulez changer les choses, vous allez abandonner certaines personnes. Vous allez abandonner certaines choses. Mais nous sommes dans la dynamique de la restauration. La restauration suppose que personne ne sera abandonné. Mais on peut vous donner d'autres places. C'est-à-dire que vous étiez ici aujourd'hui, demain, vous serez quelque part d'autre où vous n'êtes pas abandonné. C'est-à-dire que tous les Togolais, qui qu'ils soient, qui qu'ils aient été, tous les Togolais auront encore une place dans la cité pour une construction d'ensemble. La restauration, cela voudra dire également que les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui, qui ont gangréné le vivre ensemble pendant plusieurs années, nous allons instaurer véritablement la dynamique de la réconciliation nationale, du pardon. Et quand on parle, et quelqu'un a parlé entre-temps de remettre les choses à zéro, c'est-à-dire les compteurs à zéro, nous estimons que cet énoncé est plus approprié
dans une dynamique de réconciliation nationale où nous allons appeler tous les Togolais à remettre les compteurs à zéro, à réconcilier les bords. Notre premier chantier sera le chantier de la réconciliation nationale pour que nous puissions taire véritablement les querelles transsempiternelles. Notre second chantier sera le chantier du développement humain intégral pour que nous puissions restaurer les droits de l'homme, restaurer l'économie, restaurer le système éducatif, restaurer justement le système sanitaire, restaurer l'emploi. Il y a des domaines prioritaires que nous aurons et qui seront les domaines exclusivement appropriés pour la responsabilité de l'État. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine du logement, le domaine de la sécurité seront des domaines dans lesquels l'État prendra véritablement ses responsabilités. Je ne vois pas les autres candidats dire autre chose que ce que vous dites. Jusqu'à présent, je ne vois pas ce qui fait Monsieur la différence Bokor, en dehors Monsieur Bokor, des questions politiques que vous évoquez. Si vous êtes élu président de la République, il y a des enjeux majeurs qui vous attendent oui. Sur l'économie, sur les questions de société, oui. sur les questions de sécurité, sur ces plans-là. Nous venons de dire ça. Vous n'allez pas nous n'allons pas aujourd'hui commencer par déballer notre offre politique. Nous ne sommes pas en campagne pour le moment. Nous sommes dans un débat, Monsieur Bokor. Mais nous venons de dire de toute façon que déjà, il y a un changement de paradigme qui a commencé. Que nous ne parlons pas de changement. Mais nous parlons de restauration. D'autres l'ont dit. Agboyome Kodjo sur ce plateau, il a parlé de refondation. Oui, mais ça dépend. Ça dépend de la substance sémantique que chacun donne à cet thème. Et puis, vous êtes d'accord avec moi que... On parle de refondation, on parle de nouvelle vision. Oui. Ce sont des synonymes. Je disais également que ce qui fera véritablement, ce qui établira le distinguo véritablement... La façon dont chacun raconte. Absolument. La manière et la façon. Et surtout jusqu'où chacun peut aller. Et de qui s'agit-il? C'est aussi important. Parce que chacun de nous a un passif et un actif. Chacun de nous a une histoire. Donc, Dr Niano peut venir parler de restauration. Kofi peut venir également parler de restauration. Dr Niano aura d'autres éléments de qualification ou de disqualification. Et Kofi aussi aura d'autres éléments de qualification, de disqualification. Le peuple togolais aura la clairvoyance de jauger et d'évaluer. Donc, oui, c'est vrai, c'est normal que vous puissiez, vous qui êtes journaliste, qui recevez justement les candidats, vous puissiez avoir l'impression d'entendre le même son ou la même chanson. C'est normal. Mais le temps vient où nous allons voir comment on danse sur ces chansons-là. Peut-être le rythme, peut-être la cadence. Et c'est à ce niveau où vous allez voir à quel niveau véritablement on fait les discriminations. C'est que, celui qui parle, il n'a pas beaucoup dansé. Vous n'avez pas d'expérience dans la gestion d'une entreprise, d'une grande entreprise. Vous venez justement d'être élu, ça ne fait pas plus de 6 mois, maire adjoint, oui. Encore que adjoint, dans une circonscription électorale dans la banlieue est de Lomé. Alors, donc, est-ce que cette, entre guillemets, inexpérience ne joue pas contre votre candidature? Monsieur Bokor, nous pensons plutôt que ce que vous avez appelé inexpérience est une grande expérience. Est une grande expérience. Ce que vous appelez inexpérience est une opportunité. C'est une virginité. Et ce que vous appelez expérience est aussi... le terme que vous avez à utiliser est très approprié. Est une nouveauté. Et ce que vous avez appelé inexpérience est aussi un atout pour le contexte actuel. Pourquoi? Parce que, vous savez, avant que nous ne puissions passer à la déclaration qui fait de nous un candidat, nous avons fait une analyse SWOT, comme on le dit généralement. Vous dites que nous n'avons pas d'expérience. Nous avons fait une analyse SWOT de notre candidature. Les opportunités, d'abord les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de notre candidature, avant de passer à notre entreprise. Et c'est quoi la faiblesse de votre candidature? Ce qui est peut-être la faiblesse, et ce que j'appellerais l'apparente faiblesse,
c'est peut-être ce que vous avez appelé l'inexpérience. Et ce qui serait également l'apparente faiblesse, c'est peut-être que aujourd'hui, il nous faudra plus d'engagement véritable et plus de détermination pour pouvoir convaincre les Togolais. Et faiblesse véritable, c'est peut-être parce que les moyens financiers tels que les gens auraient aimé le voir, c'est cela qui va également donner l'apparence d'une certaine faiblesse. Mais en tout et pour tout, nous aujourd'hui, nous avons une force. Nous sommes jeunes. Nous sommes de la nouvelle génération. Nous avons une force. Nous sommes vierges. Vous l'avez dit. Nous sommes une force parce que nous avons des idées nouvelles. Nous sommes une force parce que nous sommes ouverts. Nous sommes une force parce que nous pouvons réconcilier. Nous n'avons pas eu ce malheur, entre guillemets, d'avoir fait l'expérience de 90 à 2020, où malheureusement les gens ont eu à blesser d'autres, des gens ont eu à se frotter malencontreusement, ou des gens ont gardé des dents contre d'autres, où c'est toute une forme de magma polémique. Nous sommes une force parce que nous ne sommes pas maculés. Nous sommes une force parce que le poids électoral de la jeunesse est important. Nous sommes aussi une force parce que aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir mobiliser notre génération et tous les Togolais qui sont restés debout et qui attendaient l'alternance jusqu'à maintenant. Nous avons des opportunités parce qu'aujourd'hui, il y a un enlisement profond de la classe politique qui a régenté la vie politique jusqu'à maintenant. Nous avons une opportunité parce que nous avons en face de nous un régime qui aussi est allé d'amalgame, de difficulté en difficulté et qui aujourd'hui veut véritablement chercher une porte de sortie. Donc nous sommes une opportunité. Le candidat immaculé qui veut ouvrir la porte de nouveau jour. Nous sommes une opportunité et là nous sommes véritablement convaincus parce que nous sommes l'alternative crédible. Parce que notre profession de foi, c'est que pour un Togo nouveau, c'est un Togo où tous les Togolais, sans distinction aucune, tous les Togolais sont appelés sous la tente jubilaire pour que nous puissions nous dire, enfin, viva Togo, et bien que vive le Togo, parce que nous avons l'alternance dans un climat de paix, d'alternance. Nous sommes également une opportunité parce qu'aujourd'hui, nous avons notre génération au sein de l'armée. Vous savez, des gens ont pendant longtemps pensé que l'armée togolaise est restée une armée clanique. Nous avons dit, l'armée togolaise n'est plus à l'étape de l'armée clanique. Il y a toute une génération, il y a une transformation. L'armée togolaise, aujourd'hui, suit des formations adéquates. La transformation peut sembler lente, mais elle vient sûrement, elle vient assurément. Nous savons que l'armée togolaise a su également et continue de s'implémenter dans une dynamique pour pouvoir respecter les exigences de l'état de droit. Nous avons notre génération au sein de cette armée. C'est pour cela que nous disons que nous sommes la candidature de l'espoir et la candidature de l'opportunité pour un Togo nouveau et prospère. Okay. Sur le plan international, en tant que président de la République, il vous faut côtoyer vos pairs de la sous-région. Oui. À ce niveau-là, est-ce que votre candidature n'est pas... est-ce que votre candidature ne pèse pas trop léger? Qui élise les chefs d'État? C'est leur peuple. Dans la logique, est-ce que le peuple togolais voudrait avoir un chef d'État qui aille négocier son élection dans un autre pays? S'ils le veulent, nous ne sommes pas dans ce schéma. Mais nous savons que le peuple togolais veut avoir son chef d'État que lui-même il se choisit. Mais le monde devient de plus en plus un monde intégré. Nous ne disons pas que nous ne disons pas que nous oblitérons cet aspect, que nous ne prenons pas conscience de cette réalité d'intégration régionale, sous-régionale et mondiale. Mais nous disons que
ceux qui élisent leur chef d'État ou alors leur président de la République, c'est les Togolais. C'est aux Togolais que nous allons parler. C'est avec les Togolais que nous allons parler de notre offre politique. Quand nous aurons la bannière, quand nous aurons le choix, quand nous aurons l'option de nos compatriotes, nous parlerons avec les chefs d'État. Parce que nous représenterons d'abord qui? Nos compatriotes. C'est leur intérêt que nous allons représenter. Et bien justement. Donc, nous estimons que là, réellement, les gens pensent que le pouvoir doit aller se négocier quelque part avant que vous ne puissiez véritablement gouverner. Et c'est ça aussi, parce que c'est ça qu'on nous a imprimé. C'est ça qu'on nous a asséné pendant longtemps. Et c'est ça qui fait que le décollage économique, le développement, le service que nous devons rendre à notre peuple devient une difficulté. Mais nous pensons honnêtement qu'il appartient au peuple togolais de pouvoir élire son président de la République. En 30 secondes, la grande nouveauté de la présidentielle de 2020, c'est aussi le vote de la diaspora, parce que cela a été acté par l'Assemblée nationale du Togo. Certains Togolais de l'étranger, il paraît qu'ils sont très nombreux, dans la diaspora, environ 2,3 millions de Togolais à l'extérieur, seront concernés par ces élections dans certains pays. Alors, comment comptez-vous toucher ces gens? Est-ce qu'ils vous intéressent, les Togolais de la diaspora? Mais bien sûr. En 30 secondes. Bien sûr, les compatriotes de la diaspora sont des Togolais. C'est des frères et sœurs, des compatriotes qui n'ont pas véritablement trouvé le bonheur, forcément, le bonheur chez eux. Et ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour pouvoir gagner leur vie. Cela est regrettable. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité. Parce que ils doivent également faire leur devoir. Nous pouvons aussi déplorer rapidement les conditions très actives et très expéditives et les règles qui sont là pour limiter un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les Togolais où ils sont pour que les 6 pays qui sont identifiés pour pouvoir donner l'opportunité aux Togolais de voter. Nous avons commencé par avoir des représentants et nous savons qu'ils nous donneront également leur vote pour que nous puissions créer le bonheur qu'il faut au Togo pour que tous les Togolais de l'extérieur reviennent dans le pays avec leur expérience, leur expertise et pour que nous puissions construire la cité dans la paix, la tranquillité et la prospérité nationale. Merci, Dr Gnagnon, et bonne chance pour votre C'est nous parcours. Qui vous remercions et que Dieu bénisse le Togo. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.